Buenas noches a todos. Estamos muy contentos de ver que Nous sommes très heureux de voir que vous êtes aussi nombreux pour cette dernière conférence portant sur la politique et la société. La dernière conférence, la dernière table de cette nuit des idées. Certainement la nuit la qualité et l'engagement de nos intervenants les ont incités à rester ici jusqu'à si tard. Lorenzo Meyer, comme vous le savez certainement, est historien. Lorenzo Meyer est historien et journaliste mexicain très distingué. Il a diverses publications ainsi que de nombreux articles de diffusion. En tant que journaliste, il a contribué en tant qu'expert en sciences politiques dans le journal Excelsior. Il écrit dans le journal Reforma et il participe régulièrement dans l'émission de télévision Primer Plano dans la chaîne 11 et dans l'émission de nouvelles par Internet conduite par Carmen Aristegui. Bon, à la gauche, très à gauche, Ricardo Rafael de la Madrid est journaliste, académicien et écrivain mexicain très distingué lui aussi. Il dirige le Centre culturel universitaire de Tlatelolco et de l'UNAM, et il a diverses publications sur des thèmes relatifs à la transition démocratique, le développement économique et la citoyenneté. Il conduit les émissions de télé Espiral et Rue 11 sur 11 Télé. Et Mathieu Tourvillère est un jeune Français qui est arrivé au Mexique il y a 4 ans. Enfin 5-6. Et qui travaille comme journaliste à Process. Il participe aussi sur la plateforme MexicoLeaks. Il travaille sur la corruption, la migration, le développement social, les relations internationales, entre autres. Récemment, il a travaillé sur les recherches des Panama Papers, coordonnées par le Consortium international des journalistes de recherche. Donc, l'ambassade de France que je représente en ce moment au Mexique, ainsi que le musée Tamayo, sont très fiers de réunir ces 3 experts qui sont là pour dialoguer sur un des thèmes de notre manifestation internationale, les luttes et les revendications sociales qui s'alimentent. Est-ce qu'ils s'alimentent de l'imaginaire? Il s'agit là d'une question. J'en profite au fait de l'occasion pour vous commenter que tout au long de cette nuit, l'on projettera 2 films en relation avec le thème général de notre événement, les LIP, l'imagination au pouvoir. C'est le fameux slogan de mai 68 qui porte sur une grève ouvrière post-mai 68 en France, et un autre film qui s'appelle L'Assemblée, portant sur le mouvement social Nuit debout à Paris, qui a eu lieu à Paris en 2016. Les 2 films, bon, si vous ne pouvez pas les voir aujourd'hui, vous allez pouvoir les voir dans notre cinéma de l'IFAL à Rionasas 43 ce dimanche. Les LIP à 5 h et l'Assemblée à 7 h du soir. Bon, sans plus, je cède la parole aux experts et je vous remercie tous pour votre présence. Que disfruten la noche de las ideas. De combien de temps nous disposons? 50 minutes au total.
Bien, bonsoir. L'invitation m'a un petit peu pris au dépourvu. Et alors, le thème que je voudrais aborder, de l'imagination au pouvoir, je veux le centrer au Mexique. Le 68, et ça me semble une excellente décision. Il faut le commémorer, non pas le célébrer, mais le commémorer dans le monde et tout particulièrement au Mexique. Si vous en avez l'occasion, si un jour vous pouvez aller dans une archive politique américaine, dans ce cas l'archive Lyndon Johnson dans l'Université du Texas, il y a là une espèce de Taj Mahal qui contient les papiers de Johnson. Bon, pour ce qui concerne le Mexique, qui est la partie que j'ai consultée, il y avait un rapport de la CIA de 1968, du début de 1968. Et là, bon, j'imagine que le président reçoit ces rapports régulièrement, même peut-être au président actuel, même si je ne sais pas s'il les utilise ou pas. On va imaginer que les présidents d'avant utilisaient ce genre de rapport. Et là, on voit qu'il y a des pays où les mouvements des étudiants ont un fond politique que les États-Unis doivent surveiller. Rappelons-nous que c'est l'époque de la guerre froide. La guerre froide qui a commencé au moment de la Deuxième Guerre mondiale. On ne sait pas si ça a commencé immédiatement après ou quoi. Ça se situe en 1947 dans un fameux discours de Churchill où il parle du rideau de fer. Et pour 68, la guerre froide durait depuis au moins 21 ans. C'était le facteur décisif au monde. La politique se faisait en fonction de la guerre froide. Et du côté mexicain, bon, nous, ça faisait un bon moment qu'on faisait partie de la sphère d'influence américaine. Et donc, les mouvements des étudiants les intéressaient. Il parle par exemple du Brésil. La CIA met en quelque sorte l'accent sur le Brésil. Bien sûr, on observe aussi la France, l'Europe, le Japon. Rien sur le Mexique. Le Mexique était tranquille. Et je crois que du point de vue des observateurs externes, et ils étaient censés observer très attentivement, le Mexique en 1968, bon, début 68 ou 67 et fin de 67 et début 68, c'était la fin de la période classique de l'autoritarisme mexicain surgi avec la Révolution et qui s'est transformé petit à petit dans ce régime d'un parti d'État. Certains collègues à moi n'aiment pas cette expression, ils n'aiment pas cette expression de parti d'État, c'est un parti dominant. Mais non, c'est un parti d'État parce que c'est l'État qui l'a créé, c'est l'État qui s'est emparé de tout, même actuellement. Bon, bien sûr, il n'est plus ce qu'il était, ce parti. Mais sa nature est toujours la même, c'est toujours fondamentalement la même. Ce qui a changé, c'est le pays, pas le parti. Cette étape classique va venir à sa fin exactement avec le mouvement de 68. C'est un mouvement qu'on n'attend pas, qu'on n'avait pas prévu. Le Mexique, la classe politique mexicaine et les médias, les journaux, la télévision, qu'est-ce qu'ils ont au centre de leurs soucis? Les Olympiades, les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques de 68, les Jeux olympiques avaient été programmés à l'époque du président Mateos, avant que Díaz Ordaz, bon, c'était un peu comme ce qu'avait imaginé Porfirio Díaz. À l'époque du centenaire, il allait faire venir des invités.
et donc, en 1968, on voulait dire bon, le Mexique, c'est une autre chose. Oui, un pays révolutionnaire, mais déjà bien établi, nationaliste, qui avait un sens commun, qui n'allait pas partir aux extrêmes de Cuba, qui se trouvait à côté. On avait bien résisté le moment en 54 quand le Guatemala avait essayé de faire avancer sa révolution et le Mexique a fait comme s'il n'avait rien vu. Même si notre politique extérieure, c'était la non-intervention, il y a une certaine intervention, mais le Mexique a tout pris avec beaucoup de calme. Pendant la révolution cubaine, les choses ont été plus difficiles, mais López Mateos s'est chargé de dire que son gouvernement était de gauche, mais dans la Constitution, il a réprimé, mais il a souri. Il a fait venir Kennedy. Kennedy s'est agenouillé devant la Vierge de Guadeloupe et tout le monde était content. En plus, la politique économique mexicaine, et c'est dans ces années qu'a commencé à couver le problème qu'allait éclater en 1982 quand tout le modèle s'est écroulé. Bref, la politique semblait raisonnable. Il y avait peu d'inflation, il n'y avait pas de déficit fiscal, peu d'emprunts à l'extérieur, une bonne croissance et tout avait l'air d'aller bien. Et tout d'un coup, ça a éclaté. L'imagination a éclaté sans que personne, ni les observations de la CIA, ni les services de l'intelligence mexicaine comprennent au début ce qui se passait. Et quand ils l'ont compris, ces mêmes services mexicains ont décidé, ou le président a décidé, et là on a ce qu'a écrit le général García Barragán, qui ont été publiés de nombreuses années plus tard par Scherer et Monsiváis dans le livre Rapport de guerre. Et on a plein de documents qui montrent que devant cette mobilisation juvénile inattendue, les pouvoirs n'ont pas su quoi faire parce qu'il y a eu une coïncidence de deux choses. Un système autoritaire ne peut pas permettre une mobilisation indépendante et permanente. Il peut permettre sa mobilisation et il peut l'arrêter quand il veut. Mais lorsque la mobilisation naît sans autorisation et qu'on ne sait pas où elle va aboutir, et quand l'on vit rien de plus et rien de moins qu'une démocratie, dans le film qu'on vient de présenter ici concernant la grève de l'usine de montres LIP en France, ça s'intitule comme ça, l'imagination au pouvoir, parce que c'est ça, les ouvriers ont pris le pouvoir. Eux non plus, ils s'y attendaient pas, ils savaient même plus ce qu'ils allaient faire. Simplement, ils voulaient pas que l'usine ferme et ils ont développé un mouvement qui aurait pu faire peur aux autorités. Et ici, franchement, je pense que les autorités ont eu peur. Elles n'ont pas su comment résoudre le problème. C'était une mobilisation au centre du pays, dans son centre politique, dans son centre géographique, dans son centre culturel. Ils espéraient montrer au monde que le Mexique était en paix, que c'était un pays progressiste, que tout le monde était content, que tout progressait. Et voyez ce qui s'est passé. Des milliers d'étudiants dans les rues et il n'y avait pas moyen de s'approprier du mouvement. Il n'y avait que deux possibilités, soit s'emparer du mouvement, soit de le réprimer. Et donc, ils ne pouvaient pas s'en emparer parce que ça allait contre la nature intime du gouvernement. Et l'horloge marquait le rythme parce que le 12 octobre allait avoir lieu l'inauguration des Olympiades, des Jeux Olympiques. Les yeux du monde étaient
les yeux du monde étaient sur le Mexique. Le Mexique pensait qu'ils allaient marquer un point parce que c'était la première fois qu'on organisait ces Jeux olympiques dans un pays sous-développé. Les premiers Jeux olympiques avaient été organisés en 1919 en Grèce parce qu'il n'y avait pas d'option, puisque c'était l'origine des Jeux olympiques. Mais après cela, tous les Jeux olympiques avaient été faits dans des pays grands, modernes, etc. C'était la première fois où un pays qui n'était pas dans le centre de la dynamique mondiale, la première fois qu'un pays comme ça allait être responsable des Jeux olympiques. On a beaucoup discuté. Je ne sais pas comment le gouvernement mexicain a convaincu les responsables. Vous pouvez imaginer comment cela s'est fait. On n'a aucun document pouvant l'attester, mais vous savez qu'il y a ici une habitude de... Enfin, vous savez qu'il y a deux manières de convaincre avec un seul argument. Vous savez lequel? Bon, il n'y avait pas de consensus, mais finalement, on a convaincu les autorités des Jeux olympiques et la responsabilité était donc énorme. On voulait faire une grande fête comme la fête du centenaire de la Révolution, mais il ne fallait pas que ça se termine comme la fête du centenaire de la Révolution de l'indépendance avec une révolution, parce que là, on avait eu des grands visiteurs, des marins, le marquis de je ne sais quoi. Ils venaient rendre l'uniforme du grand héros de l'indépendance. Il y a eu des grandes cérémonies très très belles et immédiatement après, le régime commence à s'écrouler. Et voilà, c'est en partie ce qui s'est passé. Et Díaz Ordaz, le président à ce moment-là, vous imaginez sa colère, son angoisse, c'était un personnage conservateur, réactionnaire. Là, il n'a plus eu patience, il n'a plus assez de patience pour ce mouvement. Et ce mouvement était presque anarchiste. On ne pouvait prendre aucune décision si elle n'était pas consultée avec tout le monde. Moi, personnellement, je n'étais pas là parce que moi, j'avais un appartement à Tlatelolco. Et pas seulement à Tlatelolco, mais dans le bâtiment Chihuahua qui a été le centre de la répression du 2 octobre. Mais moi, j'avais une université pour partir à l'université de Chicago et j'étais à Chicago. Et là aussi, le monde bougeait. À Chicago aussi, il y a eu de la répression. La police de Chicago n'a pas une bonne réputation. Bon, à l'époque, je ne sais pas maintenant. Bref, ce qui est important, c'est que le président n'a pas su répondre à une demande démocratique parce que parmi ce qui se trouvait dans les demandes des étudiants, c'était un défi démocratique. Il disait « Prenez-nous en considération, nous sommes importants, écoutez-nous au lieu de nous taper dessus comme en juillet, comme au mois de juillet ». Et il n'y a pas eu moyen de faire ça de manière constructive, civilisée. Et ensuite, il y a eu cette massacre qu'on connaît tous. Et donc voilà, c'est là qu'il y a eu une perte de la révolution mexicaine. C'est une perte lente qui devient encore plus claire en 1971, quand se répète le massacre de 68. Mais là, ils ont compris quelque chose. L'armée n'était plus uniformée. Ils ont fait la même chose. Ils ont réprimé violemment les étudiants qui n'étaient pas armés. Ils ont fait ça le 2 octobre et le jeudi de Corpus de 71. Mais les gens qui ont fait ça en 71 avaient été formés par l'armée, mais c'était des civils, ce qu'on a appelé les faucons, les halcones. Donc il y a eu une grande répression qui a duré jusque dans la décennie de 80.
En 88, le gouvernement doit recourir carrément à la fraude ouverte. Et bon, de là jusqu'ici, vous connaissez l'histoire. Donc, l'imagination des étudiants était l'imagination de quelques jeunes qui ont dit « Nous pouvons défier le système sans armes, sans faire une révolution, mais tout simplement en exigeant des choses aussi simples que la démocratie. » Malheureusement, dans un système autoritaire qui devait respecter un calendrier olympique, cela a eu des conséquences mortelles. Le mouvement a été réprimé, éliminé, les leaders ont fini en prison et l'esprit de 68 s'est réduit et cependant, il n'est pas mort. Et si on est là à célébrer, enfin, à commémorer le 68, c'est parce qu'on considère tout à fait légitime la position de ceux qui ont défié le gouvernement d'une manière aussi innocente, presque naïve. Et là, on a perdu l'innocence. Et ensuite, on a eu la guérilla et la guerre urbaine qui a été un désastre, mais plus personne n'a jamais confié. Plus jamais on a eu confiance dans la nature positive, pleine de bonté du régime. On continue d'ailleurs toujours à se dire qu'il faut être prudent et se méfier du gouvernement. Moi, je pense que tout ce qui a commencé à 68 n'a pas terminé. On en voit encore les restes. On ne réussit pas à faire le pas vers une grande démocratie politique. Une démocratie sociale, bon, c'est très loin, mais au moins une démocratie politique, elle est encore loin. Ça a été la décision d'un groupe d'étudiants généreux, osés, audacieux et très innocents qui ont défié d'une manière inacceptable pour Díaz Ordaz. Et bon, bref, je dois terminer, mais dans le livre de Xerez Monsiváis que je vous recommande, on voit comment l'État lui-même a dû lancer les premiers tirs qui ont justifié la répression qui allait de toute manière avoir lieu. Donc, ils avaient besoin d'une justification. Et comme le mouvement n'était pas violent, mais au contraire était presque un peu trop paisible, donc on met quelques lieutenants de l'état-major présidentiel pour que ce soit eux qui commencent les coups de feu. Et donc, comme c'était l'époque de la guerre froide, ils ont dit que c'était les communistes qui avaient lancé les premiers coups de feu. Ils ont dit les communistes sont un danger pour le Mexique, ils veulent transformer le Mexique en désastre et donc il faut répondre comme il faut. Nous, on ne voulait pas les réprimer, mais étant donné leur violence, il a fallu un grand remède douloureux. La condamnation historique des étudiants de 68 est énorme, a été quelque chose de très fort et chaque génération travaille là-dessus. Les interprétations changent tout le temps, mais je pense que personne ne peut encore justifier ce qui s'est passé en 68. Merci. Je suis très heureux de me trouver ici à cette table. Je suis très... Bon, et je me rends compte aujourd'hui que les musées, comme les bonnes boîtes, c'est mieux la nuit. La question qui nous réunit ici aujourd'hui, plus qu'une question, c'est une affirmation. Si la lutte et les revendications sociales s'alimentent de l'imaginaire, bon, cela nous renvoie directement au mouvement de 68 en France. Il est fort probable que sans imaginaire, il n'y aurait ni lutte ni revendication. Il y a des lamentations, il y a des plaintes, mais il n'y a pas de revendication. Les mouvements ont besoin de l'imaginaire.
et ont besoin de l'imaginaire parce que les mouvements surgissent quand il y a une perturbation entre ce que l'on croit et la réalité. Et alors les mouvements s'alimentent, comme dirait Elena Garro, des souvenirs de l'avenir, d'éléments du futur que l'on fait venir vers le présent. Il est difficile de penser à un mouvement qui ne fasse pas ça, qui ne se réfère pas à lui-même à partir du futur. Donc la réponse est claire. Sans imaginaire, il n'y a pas de revendication, pas de lutte. Et le mouvement de 68, effectivement, est l'une des preuves les plus évidentes de ce contact avec l'imagination. Je vais aborder 13 idées autour de 68 dans cette intervention. La première aurait trait justement à ce mal-être, ce malaise créé par les mouvements. Lorenzo disait il y a un moment, et cela vaut la peine de s'en souvenir, le président de l'époque, Gustavo Díaz Ordaz, il a dit qu'il s'agissait d'une conspiration internationale, que c'était une conspiration nationale qui était à l'origine de ce mouvement de 68. Je vais vous lire un paragraphe de son rapport de gouvernement lu le 1er septembre pour que vous ayez une idée de ce que pensait à cette époque-là, dans ce gouvernement de l'époque classique de l'autoritarisme. Il disait « Défendons en tant qu'hommes ». Voyez, hommes, hein, ne perdez pas cela de vue. Défendons comme des hommes tout ce qu'on doit défendre, nos foyers, l'intégrité, la vie, l'honneur, notre honneur en tant que nation et en tant qu'individu. Nous ne voulons pas prendre des mesures que nous ne désirons pas, mais que nous prendrons si cela est nécessaire. Nous devrons faire ce qu'il faudra, tout ce qui sera nécessaire. Bien sûr, il a été très applaudi. Maintenant, il y a les gens qui l'ont applaudi disent souvent qu'ils étaient à côté des jeunes, mais bon. Aujourd'hui, ce discours semble obsolète, mais il semble probable que la génération qui avait 18 ans en 1968, pour eux aussi, c'était un peu obsolète. C'était quelque chose qui n'était pas juste par rapport à ce qu'ils pensaient. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de malaise social face au pouvoir et aux puissants qui, non seulement au Mexique, mais de manière globale, provoquaient des manifestations. Cette génération qui arrive massivement à l'université, comprenons-le, souvent ces jeunes, c'était les premiers dans l'histoire de leur famille à aller à l'université. Ils étaient nombreux à vivre cette expérience. Comment aller à l'université et revenir à la maison pour vous voyez le père? Ils avaient envie de tutoyer les parents. Il y avait une espèce de décalage, mais un décalage qui n'avait pas lieu uniquement au Mexique. Et effectivement, on ouvre la fenêtre vers l'étranger et l'ère globale, l'ère mondiale est rentrée dans le pays. Et voilà ce qui a été provoqué par l'époque globalisée et les Jeux olympiques aussi, soit dit en passant. Mais il y a un autre élément qu'on perd de vue et qui est pourtant fondamental. La pilule contraceptive qui a permis la liberté des femmes à ces dates-là. Dans ces dates-là, c'était une transformation complète de la relation au corps, au ludisme, de la relation entre les sexes, et qui commençait à modifier n'importe quel référent avec la génération préalable. Et Luther King avait été assassiné l'année précédente et le gandhisme gagnait du terrain en tant que forme de revendication. Et les scènes de Berkeley en 67 et la révolte à Tokyo contre la guerre de Vietnam et Paris 68 et Prague, bref, tout cela
transmis par la télé pour la première fois, c'est-à-dire il y avait une espèce de contamination à travers les ondes hertziennes. La révolution était là et mon père veut que je le vous voie. Et Monsieur Diaz-Ordós me dit qu'il va défendre comme un homme ce qu'il a à défendre. Enfin, ici, le 68, qu'est-ce qui se passe? En France, il n'y a pas eu de mort. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu les morts comme au Mexique? C'était grâce à Pompidou, parce que si on avait permis au général de Gaulle de tirer sur les étudiants, il y aurait eu des morts. Pourquoi est-ce que Pompidou a pu freiner de Gaulle et ici, personne n'a freiné Díaz-Ordaz? Mais ce qu'on a en 68 dans le monde, c'est un moment de malaise social, de désajustement, comme je le disais il y a un instant, un désajustement éthique, où il faut inventer un nouveau langage qui appelle les choses par son nom. Comme diraient les féministes, c'était un problème qui n'avait pas de nom, parce que ce que l'on vivait n'avait pas de nom. Et quand on a besoin d'inventer un langage, on voit apparaître un torrent furibond de paroles, des paroles surgies de l'imagination et d'autres imaginations étrangères à la nôtre. Le langage en 68 a été fructueux. On a inventé des termes qui aujourd'hui sont devenus quotidiens et qui sont votre patrimoine, à vous, à moi, mais qui n'étaient pas le patrimoine de la génération précédente. On a resignifié l'idée de la liberté individuelle. On a transformé la discussion de genre. On a modifié les référents pour penser le développement parce que la discussion sur l'écologie a commencé là. L'on a exigé que les droits consacrés dans la Constitution soient concrétisés, les pieds sur la terre. On a exigé non seulement l'imagination pouvoir, comme en France 68, mais on a exigé des libertés démocratiques. C'était ça la demande des étudiants mexicains. À Berkeley, on disait « ça va tomber ». Il y a plusieurs choses qui sont tombées. Ce qu'on appelle en français la prise de parole. Prendre la parole, s'emparer de la parole. Voilà ce qui est arrivé. Et ça, c'est ça que le pouvoir n'a pas pu comprendre. Ils ne l'ont pas compris à Tokyo, ni à Prague, ni au Mexique, ni de Gaulle. Et cependant, à partir de 68, l'on a resignifié le concept de jeunesse ou de jeune. Ce n'était pas un sujet historique, la jeunesse. Bon, ça ne veut pas dire que les jeunes n'ont pas fait d'histoire. Sans les jeunes, la révolution russe n'existerait pas. La révolution russe, comme la mexicaine, sont le produit d'une génération qui s'est emparée des instruments de l'État et qui a fermé la porte aux nouvelles générations. Je vous donne un exemple. Dans la révolution mexicaine, en 1910, seulement 1 Mexicain sur 10 avait une propriété à son nom. Pensez-vous que ces jeunes sont partis dans la révolution parce qu'ils ont cru au discours démocratique de Madero? Je vous félicite. Oui, c'est probable que ça soit vrai, mais peut-être qu'ils ont pris une arme pour ensuite changer ça contre de la terre. Bien sûr. Quand les générations adultes bloquent la relation intergénérationnelle, on voit apparaître ce genre de mobilisation. Simplement, 68 et ces jeunes sont devenus des sujets visibles et évidents de la transformation. De même que le thème de la sexualité qui a été resignifié. Il y a beaucoup de minorités sociales qui n'apparaissaient pas et qui n'étaient pas perceptibles sont devenus des thèmes de discussion. La relation ludique avec le corps. González de Alba a revendiqué un des grands faits de 68. Tout cela était là, c'est-à-dire la liste des problèmes urgents à résoudre était énorme en 68. Et là, on a inventé
le langage, où on a commencé à imaginer le langage pour nommer cette réalité. Et bien évidemment, le 68 a eu des implications immédiates. Dans certains cas, comme le nôtre, de répression, d'occultation, de mensonges. C'était les Russes qui alimentaient. On disait que c'était les Russes qui alimentaient cette mobilisation à travers le parti communiste. C'était les Russes contre le gouvernement mexicain. C'était ça la version qu'on proposait aux gens. Il y a des pays qui ont résolu un peu mieux cette tension sociale. En France, il y a eu les accords de Grenelle. Ça a été une manière de retransiter pacifiquement, de réinventer le régime. De Gaulle part en 69. Au Mexique, on a mal résolu tout ça. Mensonge ou vérité historique, appelez ça comme vous voulez. Mais tout cela continue jusqu'à présent. Des personnes disparues, les personnes qui ont disparu, c'est toujours un thème présent. Les transgressions aux droits humains, ça se produit encore. Des victimes sans compensation, ça se produit encore. Les sociétés et les êtres humains se ressemblent sur un point. Si on ne résout pas un problème dans les années passées, on va continuer à voir les problèmes dans les années à venir. L'incapacité de la communauté mexicaine pour résoudre les problèmes qui ont été posés à cette époque-là continue à être un poids que l'on traîne dans la société d'aujourd'hui. Et donc, dans cette logique, je vais me permettre de faire de vous proposer un troisième argument. À travers les mouvements sociaux, souvent issus de 68, ces mouvements aujourd'hui nous proposent un patrimoine politique que ces jeunes-là n'avaient pas. En d'autres termes, une chose que nous devons reconnaître, c'est que ce pays n'est pas le même que celui d'autrefois et que ces jeunes d'aujourd'hui, fort heureusement, ont un patrimoine civique beaucoup plus important que ceux de 68. Cela vaut la peine de se rendre compte comment en 68 on voit naître des nouveaux leaderships féministes du mouvement gay, des environnementalistes, des droits de l'homme, de démocratisation, qui se sont reconnus en 68 comme des leaders politiques et qui ensuite ont donné naissance à des mobilisations postérieures. Ça ne surprend pas que, par exemple, Cohn-Bendit, le grand leader de 68 français, devient un grand leader de la, contre la mondialisation et en faveur de l'environnement. Et il est un politicien important en Allemagne. Et bon, même si Julia Carabias au Mexique est plus jeune, c'est un cas similaire. C'est-à-dire que 68 lui a donné des référents pour être une des personnes importantes. Martha Lamas, féministe mexicaine, serait inconcevable sans le 68. Toute cette pensée surgit en 68, non révolutionnaire, mais aussi révolutionnaire. Par exemple, là, certains leaders sont devenus les leaders du mouvement paysan, c'est-à-dire le 68 transmet des mots, des idées, etc. Mais c'est comme une espèce de grand vaisseau mère pour des mouvements qui, petit à petit, ont offert et construit des droits pour tous ceux qui sommes là aujourd'hui. C'est pour cela que parler de 68, c'est quelque chose de fondamental, non seulement comme un fait du passé, mais aussi comme un fait du présent. Il n'y a aucune mobilisation forte et vigoureuse qui n'ait pas revendiqué 68 comme une partie de son histoire. Mais, par exemple, ces 43 étudiants d'Ayotzinapa qui ont disparu, à quoi faisait-il référence à 68? Mais pareil, les zapatistes n'auraient jamais été là s'il n'y avait pas eu 68 et 88 et même le tremblement de terre.
Il disait, il y a une énergie comme celle de 68, c'est-à-dire qu'il y a un continuum. Je ne veux pas dire qu'il est permanent et intense, mais c'est des cycles qui arrivent jusqu'au présent et que le présent annonce. Et peut-être que ce à quoi on n'est pas encore parvenu, c'est parce qu'on n'a pas assez d'imagination. « 68 est plus qu'un mouvement isolé. Il fait partie de ce qu'on est. » Merci. Moi, je ne vais pas parler de 68. On va faire un petit saut de 45 ans dans le temps. Et bon, parce que 68, comme vous avez dit à la fin, c'est un moment de redéfinition. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes un peu dans la même chose, c'est-à-dire dire avec le surgissement d'Internet, les nouvelles technologies, l'humanité est un peu perdue au milieu de toutes ces nouveautés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu la presse. Tout le monde connaît la crise que traverse la presse en ce moment. Et les journalistes, ou tout du moins certains, ont dû recourir à l'imagination pour penser à de nouvelles formes d'utiliser les technologies et pour réinventer la profession de différentes manières. Moi, j'ai dû participer à 2 de ces expériences de redéfinition qui ont un peu brisé les moules du journalisme. La plateforme de Mexicolix et les autres papers. Et pourquoi est-ce que cela a brisé le moule? Pourquoi est-ce que cela crée un changement? Ou tout d'abord parce qu'ils ont combiné les technologies, utilisé de nouveaux canaux de communication. Mais ceci peut-être, ça a été les gadgets, les outils. Je pense que ce qui est le plus profond et ce qui est très révolutionnaire, qu'ils ont travaillé de manière collaborative dans un milieu de médias où ils sont toujours en concurrence, où ils veulent toujours sortir une nouvelle avant les autres, où l'information est une marchandise et où il faut se battre constamment pour les nouvelles et l'immédiateté. Dans ce monde, ces modèles, au contraire, se fondent sur la collaboration, le partage, l'échange, les recherches. Et là, on change le profil du journaliste qui était un loup solitaire dans son petit coin. Et là, au contraire, l'idée est de s'ouvrir, de partager l'information. Donc, Mexicolix, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, mais bon, je vais résumer ça. C'est une plateforme numérique qui permet à n'importe quelle personne d'envoyer des documents de manière anonyme, totalement sûre, aux médias. Jusqu'à présent, on ne peut y accéder qu'à travers Tor, le navigateur Tor, qui efface les données des personnes qui naviguent à travers Tor. La plateforme encrypte les documents de telle sorte que même nous qui les recevons, personne ne sait qui a envoyé ça. Donc l'anonymat est garanti et si c'est bien fait, il n'y a aucun moyen de savoir qui a filtré cette information. Quelle était l'idée? L'idée était justement d'encourager le filtrage de l'information. L'idée était que les citoyens, les fonctionnaires, mécontents de ce qu'ils voyaient, des actes de corruption, que ces gens puissent avoir un accès direct et immédiat
avec des professionnels de l'information pour dénoncer et pour que ceci soit canalisé à travers cette plateforme pour en finir par des recherches journalistiques. L'idée est que toute personne étant témoin d'un acte de corruption et pouvant le démontrer, ayant un document mais qui ne pourrait pas l'envoyer de manière traditionnelle, pourrait le filtrer par là. Il continue avec sa vie de toujours et ce serait nous qui monterions des recherches. Et encore une fois, ce qui est bien dans Mexico Leaks, ce n'est pas la plateforme. Bon, la plateforme est bien, est innovante, etc. Mais bon, il y a eu des plateformes similaires dans d'autres pays. La première a eu lieu en Hollande. Le problème, c'est que les Hollandais ont choisi le modèle de concurrence. Donc, tout le monde a accès à la plateforme et il faut se battre pour l'information. Mais ça n'a pas bien fonctionné. Nous, au contraire, on a été nombreux. On est plusieurs médias à collaborer là-dessus. Donc, la revue Proceso et aussi Aristegui Noticias quand il y avait encore un espace à MBX, Más bien Centro 31 et l'organisation Poder. Donc, nous avons conçu ce projet. Nous étions plusieurs médias et petit à petit, nous nous sommes rendus compte d'un problème central. Comme on avait tous accès à la plateforme et très probablement on allait envoyer à plusieurs la même information, la question était la suivante. Qu'allions-nous faire dans ce cas si la même information arrive à 3 médias? Que faisons-nous? Est-ce qu'on fait une course pour voir qui sort ça en premier? Il existe le risque que cette information soit fausse, qu'elle ait été envoyée pour nous tromper et que dans cette course pour gagner aux autres, on n'allait pas appliquer tous les processus de vérification de l'information, on allait publier une information fausse, ce qui discréditerait non seulement le média en question, mais la plateforme entière et cela nuirait à tout le projet que nous avions construit. Donc après de nombreuses conversations et des réunions parfois difficiles, parce que bon, ce sont des médias qui sont habitués à la concurrence, la solution que nous avons trouvée, c'est la collaboration. Donc à partir d'une plateforme, d'un outil, est né quelque chose de plus grand et qui est devenu très intéressant, que nous avons autonomé l'Alliance Mexico Leaks. C'est-à-dire, nous qui avons accès à la plateforme, nous collaborons. Selon moi, bon, je ne sais pas, mais il me semble que c'est l'un des premiers cas où les médias se mettent d'accord entre eux pour faire des recherches journalistiques en collaboration. Et comment est-ce que cela fonctionne? On se réunit tous les 15 jours, on révise la plateforme, on conçoit des projets de recherche, on se distribue les tâches et on partage tout. Je ne sais pas si moi je dois vérifier les documents, je partage ça avec tout le monde. Si quelqu'un va interviewer quelqu'un, il partage l'interview avec tous les autres. À la fin, on se met d'accord sur une date, chacun rédige sa note et on publie au même moment. En général, ceci garantit un bon développement de la recherche. On prend le temps nécessaire, on fait ça bien et la sortie donne un impact beaucoup plus fort aux informations. Le cas le plus récent, ça a été en juin dernier, une semaine avant les élections dans l'État du Mexique où pour la première fois le PRI avait peur de perdre le gouvernement. Rappelez-vous que c'était le cousin du président Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, qui était un peu paniqué, dont le PRI a mis en marche sa machinerie. Et nous, on a reçu à travers notre plateforme un chat de WhatsApp de quelques fonctionnaires de l'Institut de santé de l'État du Mexique, mais des hauts cadres. Il y avait des directeurs d'hôpitaux, etc. Le chat était le chat de l'opération politique du PRI, où il disait vous devez aller chercher des gens pour nous soutenir. Bref, il y avait un link pour une plateforme numérique, parce que bon, il n'y a pas que nous qui avons de l'imagination.
les autres aussi et parfois plus. Et cette plateforme secrète était la base à partir duquel le prix a fait fonctionner la machinerie électorale dans l'État du Mexique. C'était très intéressant parce qu'il y avait les noms de chaque opérateur. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il distribuait des cartes, la verte, la rouge, la rose. Et pour chaque fonctionnaire, on disait combien de cartes ils avaient distribuées, les données des opérateurs pour le jour de l'élection. Et donc, on a pu avoir accès à tout ceci et on a sorti la recherche on a sorti l'information 2 jours avant l'élection et ça a été très lu, très partagé. C'était très pertinent. Bref, le reste est histoire. Un autre cas réussi de collaboration est celui des recherches globales coordonnées par le Consortium international de journalistes de recherche. On peut commencer avec Panama Papers, qui est sorti en avril 16. C'est sorti en 2016, mais en réalité, on a commencé à y travailler en 2014. Un journal de Munich a reçu 11 millions de documents d'un buffet de Panama qui s'appelle Mossack Fonseca, spécialisé dans l'incorporation de structures offshore dans les paradis fiscaux, etc., un peu partout dans le monde. Donc ce journal se rend compte de la quantité d'informations et ce journal dit, bon, c'est trop pour moi, et il se rend compte en plus que ce buffet a ouvert des structures un peu partout, en Hollande, en Chine. Il faut maîtriser plein de langues, c'est beaucoup d'histoires différentes, de pays différents. Et donc, ils se mettent en contact avec ce consortium parce qu'ils avaient déjà un réseau de contacts énorme avec beaucoup de pays. Ils se mettent d'accord avec eux pour qu'ils coordonnent la recherche journalistique. C'est-à-dire que l'idée un peu était la suivante. Si les criminels, les corrompus utilisent des cercles internationaux, transnationaux, eh bien, il faut bien que la recherche aussi utilise la collaboration pour les persécuter un peu partout où ils mènent leurs activités de corruption. Donc, pendant un bon moment, les journalistes du monde s'est consacrés à travailler sur cette base de données énorme, une des plus grandes de l'histoire du journalisme. Donc, l'idée, c'était de suivre les fils des entreprises, des structures pour savoir qui était le client final, par où il passait, quels étaient les intermédiaires, quelles étaient les stratégies pour évader le fisc, pour cacher l'argent. Bref, tout cela. Et je ne sais pas si vous imaginez le défi énorme de coordonner les plus de 100 journalistes qui boivent, qui parfois sont rancuniers, qui parlent des langues différentes, qui ne sont pas habitués à travailler en équipe. Donc le consortium a dû recourir à une surdose d'imagination et on a dû recourir aussi à des programmeurs de première. Donc on a habilité 2 plateformes. Donc on en vient encore une fois au thème de la technologie. 2 plateformes numériques hyper sûres où pareil, il y a des filtres, des mots de passe, des mots de passe sur mots de passe qui changent à tout bout de champ. Et une de ces plateformes nous permet de chercher dans la base de données parmi les 11,5 millions de documents pour chercher les documents, pour télécharger les mails, pour essayer de comprendre où se trouvait l'histoire. Et l'autre plateforme, donc une fois qu'on a identifié l'information, on passait dans une autre plateforme qui était une espèce de Facebook crypté qui servait effectivement pour la collaboration. Donc, on cherchait dans la base de données et on trouvait par exemple une excellente information sur Hinojosa Canto. Pour éviter de doubler le travail et pour éviter de se perdre dans
toute cette grande base de données, on allait sur la plateforme et on disait « Écoutez, j'ai trouvé ce document, peut-être que ça intéresse les collègues du Mexique. » Et les Mexicains disaient « Ah oui, merci. Mais voyez, ça, ils ont utilisé un intermédiaire en Hollande. Est-ce que les collègues de Hollande peuvent nous aider ?» Ah oui, et c'est comme ça que le réseau s'est construit, mais ça a été un travail de plus d'1 an fondé sur la collaboration, dans le secret le plus absolu. Personne ne devait être au courant. On avait un autre outil, c'est peut-être un peu aussi un gadget, mais qui était une manière de s'adapter à la complexité de nouveaux schémas et qui nous permettait de déplier les structures offshore. Donc, à partir d'un personnage, on voyait naître tout le réseau d'entreprises fantômes. Et là, on faisait clic, clic, clic et on suivait le chemin, la trace. Au Mexique, c'est la revue Proceso, Aristegui Noticias et Eurovision qui ont participé là-dessus. Et en général, le consortium, qui est très intelligent, a choisi un média par pays, justement pour éviter les disputes. Mais bon, au Mexique, on était déjà habitué à collaborer avec Aristegui, donc il n'y a pas eu plus de problèmes que cela. Ça a été répété l'année dernière. Ça s'est répété l'année dernière avec une autre recherche globale qui était Paradise Paper, qui s'est dérivée des archives de 2 buffets pareils spécialisés sur les structures offshore et dans les registres du commerce de 19 juridictions. Donc encore une fois, il y avait des millions de documents, 1000 fois plus complexes parce que c'était des buffets un peu plus légaux. Les autres, c'était évident, corrompu. Même dans le mail, on disait Hinojosa Cantu veut cacher tant de millions. Ceux-ci, non, au contraire, ils étaient très professionnels. Donc, dans le mail, on ne disait rien. Tout était à l'intérieur des documents qui disaient les mêmes choses, mais il fallait plonger là-dedans. Dans ce cas, au Mexique, on était des journalistes de la revue Proceso, les Mexicains contre la corruption et la revue 5e élément. Et pendant 1 an, on a eu un processus de collaboration nationale. On se réunissait tous les 15 jours chez une collègue. On buvait du vin et on examinait les bases de données. On essayait de trouver où se trouvaient les histoires. On se distribuait les tâches. Toujours avec les mêmes outils, les plateformes numériques et tout. Dans le cas, par exemple, des Légionnaires de Christ, qui est cette congrégation catholique qui a fait de l'éducation privée une affaire multimillionnaire, on a trouvé un réseau d'entreprises aux Bermudas, ouvertes dans les années 90, justement au moment où ils étendaient l'empire éducatif au Mexique. Et ce réseau a impliqué des prêtres de premier niveau en Hollande, au Chili et au Vatican. Donc là, pareil, les collègues de l'Irlande, les collègues de l'Irlande, du Chili, du Vatican ont commencé à travailler avec nous. Et donc, nous avons constitué une collaboration très intéressante. Mais là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas une mauvaise idée de parier ou de miser sur la collaboration dans ces temps un peu étranges, au lieu d'en rester dans un environnement de concurrence et de méfiance, surtout lorsqu'il s'agit d'un bien commun comme c'est le cas de l'information. Misons sur la collaboration. Merci beaucoup.